résumer, mais un fil d'Ariane. Voilà, c'est votre moment. Voilà, allez-y, faites le point un petit peu. J'essaie de bien suivre. Pour essayer aussi de tirer l'essentiel. Ça suit le scientifique moelle de notre débat. C'est sûr que je suis d'accord avec ça qu'on ne doit pas inventer les choses. C'est certain qu'on n'a pas inventé les choses. Ce que je comprends, c'est que l'humain a mis des mots sur les choses. On se parle de l'astrologie, par exemple. Il a mis des mots sur des choses. Ça a été fait par l'homme. Uniquement sur certaines choses et pas sur d'autres. Tout à fait. On peut dire qu'on parle d'astrologie pour tous ces temps. Mais même sur l'astrologie, il n'a pas forcément mis des mots sur tout ce qui existe dans l'astronomie. C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez laisser la question. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations à Jacqueline. Oui, ça, ben on va vous voir mardi être avec moi. Ah ben voilà, très bien. Ben oui, Bon. d'accord. Donc les gens qui veulent rencontrer Jacqueline Aubry, ils peuvent le faire. Ils viennent chez moi. Je vais vous donner un calendrier de rencontres astrologiques que j'ai encore pendant 3 jours. Si certaines veulent venir avec moi rencontrer certaines personnes, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai le calendrier tout à l'heure. Il y a d'autres rencontres qui sont prévues pendant 3 jours, qui peuvent être la suite de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Je parlais le mot de vocabulaire ou de jargon, selon le domaine qu'on parle, mais disons qu'on parle d'astrologie. Il y a eu un jargon, un vocabulaire qui a été mis. J'ai l'impression que ce que vous voulez nous amener, ou peut-être que c'est ça, c'est qu'il y aurait comme un nouveau vocabulaire à rajouter à ce qui existe déjà, comme de base, déjà, vous nous amenez ailleurs. Et ce nouveau vocabulaire-là, exemple, les étoiles fixes, par exemple, nous amènerait peut-être à répondre à un nouveau besoin qui est peut-être là aussi. Alors, si vous voulez, on pourrait peut-être faire une petite pause sur la question de qu'est-ce que c'est que l'astrologue, qu'est-ce que devrait être l'astrologue, le travail de l'astrologue aujourd'hui, si vous voulez. Je dirais que... Non, je n'ai pas posé la question. J'ai dit qu'on allait réfléchir, on pourrait réfléchir sur ce... Ok, j'ai compris, on va répondre à la question. Non, je veux dire on pourrait aborder cette question, parce que finalement, ça serait une question qui permettrait la synthèse de tous ces problèmes-là, c'est-à-dire que la fonction de l'astrologue... Non, mais je parlais de vous, hein. Eh ben moi, personnellement, je considère que je considère, si vous voulez, que l'astrologue doit être un homme qui travaille sur les signaux, et pas uniquement sur les signaux astronomiques. Et donc, vous savez qu'on j'avais exprimé mon différend avec M. Doyle, en disant que le cosmos, c'est l'homme qui avait mis le cosmos à son image, et non pas lui qui s'était mis à l'image du cosmos. Mais en même temps, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est un échange, parce qu'en même temps, il a voulu profiter de la dynamique du cosmos, la dynamique de la cyclocité temporelle, pour s'aligner là-dessus. Et c'est ce qui explique. Donc il y a une espèce d'échange. L'homme a voulu capter les énergies cycliques qui lui permettaient d'avoir un autre type de temps, un temps plus large, un temps plus vaste, et en même temps, il a mis le cosmos au service de ses besoins, qui étaient ceux-là, qui étaient justement là. Donc il a pris dans le cosmos que ce qui l'intéressait, ce qu'on appelle l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, ça veut dire, je prends de quelque chose, je prends ce qui existe, mais par exemple, imaginons par exemple que je vous donne un coup sur la tête, comme ça. Eh bien, ce n'est pas la fonction de la bouteille, mais ça peut servir à ça. C'est-à-dire que je prends un élément de la bouteille, je m'en sers pour une chose qui ne va pas épuiser la signification de la bouteille, et qui même ne correspond pas à la vocation de la bouteille, mais qui est faisable. Selon votre besoin. C'est-à-dire que, bon, alors donc quand je prends une planète qui m'a rien demandé, et je dis, tiens, toi, cette planète-là, je vais te prendre, et puis toi, tu vas me servir pour marquer le temps que je... Voilà. La planète, elle n'a rien demandé. C'est pour ça que quand les astronomes vous disent, mais cette planète-là, elle ne vous a rien demandé, je lui dis, mais je sais bien qu'elle ne m'a rien demandé. Parce que d'après mon système, vous n'avez pas besoin de prouver que la planète vous a demandé quelque chose. L'instrumentalisation, ça veut dire, je prends la planète, pas forcément, je ne prétends pas avoir épuisé ce que la planète avait apporté, mais je prends ce qui m'intéresse de cette planète. Cette planète-là, elle est visible, oui ou non? Elle bouge, oui ou non? L'astronome ne peut pas vous dire le contraire. L'astronome va vous dire, oui, mais elle n'était pas faite pour ceci ou cela. C'est pas mon problème. Moi, je sais qu'elle est visible, moi, je la capte. Elle a un certain mouvement, je m'en sers. Le reste, c'est mon affaire. C'est vrai que la discussion entre astrologue et astronome, elle a complètement changé. Maintenant, il s'agit simplement de dire, voilà, moi j'utilise cet objet, mais je l'instrumentalise, je ne prétends pas déterminer l'intrinsèque, la réalité intrinsèque de l'objet, mais uniquement ce que je peux faire de cet objet. Au moment où vous en faites. Voilà, et à ce moment-là, vous avez la paix avec vos détracteurs, parce que vos détracteurs, ils peuvent vous dire, oui, mais pourquoi vous avez choisi, l'autre jour, vous allez voir, ça a été, d'ailleurs, je leur ai cloué le bec, là, à ce moment-là, ils me disent, oui, mais pourquoi vous avez choisi cette planète-là plutôt qu'une autre?
Je lui dis, parce qu'il fallait bien choisir quelque chose, il fallait bien choisir un signal. Parce que dans la théorie des signaux, on ne peut pas vous reprocher de choisir une chose et pas une autre. Vous ne pouvez pas choisir tout dans la théorie des signaux. Donc l'astrome qui vous dit, mais pourquoi vous avez choisi Saturne et pas machin? Mais parce que moi ça me convenait. Parce que j'avais envie de... Je cherchais une planète qui avait à peu près tel rythme, qui fonctionnait de telle manière. Moi je trouvais ça commode, je le prends, point final. Mais genre... Il y a des critères de sélection au départ. Voilà, ça me convenait, ça correspondait au profil de la planète dont j'avais besoin. Ce signal dont tu parles, mettons, attaché au signe... Monsieur Gaëtan, c'est à vous de tourner la caméra. Juste le bouger. Oui. Ah, Gaëtan Noël, je l'ai connu en même temps que Axel il y a 30 ans, 40 ans. Tu te rappelles Gaëtan, hein? Oui. Il est tellement Fait un fin, travail Gaëtan solidaire. Alors, Oh, il est fin. une question. Ce signal dont tu parles, alors, il y aurait des gens, pas nécessairement tout le monde, qui seraient sensibles à un signal rattaché au cycle de Saturne. Oui. Mais est-ce que le signal est un phénomène physique? C'est-à-dire, je ne veux pas dire le fait qu'un astrologue peut voir Saturne conjoint Régulus, mais le fait que ça soit rattaché à un signal qui peut être, ou qui peut influencer quelqu'un qui n'a même jamais vu Saturne. Vous n'avez pas participé à notre colloque depuis le début. Non. Vous êtes arrivé 2 heures après le début de la réunion, et ces questions-là ont déjà été abordées ou décantées un petit peu. Ça n'a pas été facile d'ailleurs, ça n'a pas été facile. Effectivement, le signal est physique, phylogénétiquement, mais pas ontologiquement. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la question de savoir si, est-ce qu'au moment où l'astrologie s'est instaurée, il était visible. Alors, donc il y a eu une convention, donc on disait, je récapitule cette théorie, que j'ai d'ailleurs établie il y a déjà quand même 23 ans, dans un ouvrage qui s'appelle L'histoire de l'astrologie, avec Serge Hutin, et qui a été repris en partie par Arnaud Muller. C'est la théorie de la culture nature ou nurture. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on a quelque chose qui est complètement... Moi je dis toujours, pour que ce soit subconscient, il faut d'abord que ça ait été conscient. Il n'y a pas de subconscience sans conscience. Ça, c'était une chose que je mets sur la table de M. Doyle. C'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas été conscient, pour moi, qui n'a pas été à un moment donné de son histoire conscient, pour moi, ça ne rentre pas dans le champ humain. L'humain va subconscientiser le conscient. Donc, quelque chose, par exemple, prendre le problème de Chiron, par exemple, Chiron, qui est cher à notre ami René Leboeuf, que je vois dans quelques jours, et puis il y a d'autres, etc. Chiron, c'est pas la même chose que Saturne. Enfin, Saturne, je sais qu'il y a 3000 ans ou 10 000 ans, les gens connaissaient Saturne. Bon. Ils connaissaient Saturne, à un moment donné, ça peut devenir subconscient. Mais quelque chose qui n'a pas été connu ne peut pas devenir subconscient. Alors ça, c'est la théorie entre l'inconnu, l'insu, c'est un débat que j'aimerais bien avoir avec Richard, c'est-à-dire, effectivement, lui, il semble, j'exagère parfois pour la discussion, il semble, je caricature un peu votre position pour qu'elle soit... Mais votre position, c'est de dire de confondre deux notions qui ne sont pas les mêmes, quelque chose qui existe mais que je ne connais pas, et quelque chose que j'ai connu mais que je ne connais plus. Oui, mais la personne qui est née au 20e, au 21e siècle, et c'est ça l'ontogénie. Je ne connais pas Saturne. On ne peut pas dire que ça a déjà été conscient pour cet individu. Mais c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Je viens de vous dire que ça n'est pas de l'ordre de l'individu, vous n'avez pas entendu. Je vous ai dit justement que ça ne se situe pas au niveau ontogénique. C'est-à-dire que ça ne se situe pas au niveau de l'histoire de l'individu. Nous sommes porteurs de l'histoire de notre filiation. Nous sommes porteurs de l'histoire de l'humanité. Au niveau de l'humanité, c'était connu. Et à mon niveau personnel, ça n'est pas connu. Mais je suis programmé, mon subconscient est programmé pour que ce qui est... C'est comme mon estomac. Enfin, mon estomac, est-ce que je sais comment il fonctionne, mon estomac? Il fonctionne. Dans mon propre corps, il y a des choses qui sont subconscientes. Mais il y a des gens qui s'occupent du fonctionnement de l'estomac. Et il me semble que les astrologues devraient s'occuper du mécanisme de ceci. Et pourquoi pas? Eh bien justement.
C'est qu'on est bien, on a pas arrêté de dire depuis ce matin que justement c'était le rôle de l'astrologue d'étudier justement ces... Mais c'est quoi le modèle physique de ce signal-là? Là, on en a parlé aussi longuement. Le modèle, enfin, on en a parlé longuement. Le modèle, parce que, à moins que je ne comprenne pas votre propos, bon, on est d'accord sur le fait qu'il y a certains signaux cosmiques qui ont été instrumentalisés. C'est-à-dire une instrumentalisation du cosmos qui a fait qu'on a choisi un millième des structures possibles du cosmos, un millième des possibilités cosmiques, et que ce millième-là, on a dit que c'était ça qui nous intéresserait. Et que une caste de prêtres, si vous voulez, qui gérait le pouvoir, l'organisation sociale, se serait branché là-dessus et se serait progressivement, aurait intégré et subconscientisé ce système au bout d'un certain nombre de millénaires. Et que les héritiers de cette caste-là continueraient à faire fonctionner l'humanité en réagissant à ces processus. Ces processus que nous avons identifiés clairement, c'est le passage de Saturne dans l'alignement avec les 4 étoiles fixes royales qui se divisent à peu près en 7 ans, en 4 fois 7 ans. Et chaque fois que cette configuration se produit, ceux qui sont concernés par cette configuration vont avoir un comportement atypique, anormal. Qu'est-ce qui fait que le signal est transmis? Mais ça fait partie de la sémiologie. Ça fait partie de la physique. Non, pas de la physique. Pourquoi la physique? Attendez, pourquoi vous parlez de physique? Parce qu'il y a un signal et les gens, les enfants ne voient pas Saturne. Alors, s'ils réagissent attendez, monsieur... Non, laissez-moi finir. Il le voit. S'ils réagissent à cette chose qui a été héritée, il y a d'abord un phénomène d'héritage, de génétique qu'il faut comprendre. Il y a un phénomène de captage de signal. Non, vous n'avez pas compris mon système. C'est beaucoup plus simple que ça. On est d'accord que, par exemple, quand je dis par exemple que Saturne, aujourd'hui, par moi, être humain, au niveau de mon appareil sensoriel, je peux capter Saturne, physiquement. D'accord? Je peux le voir, Saturne. Ah, on le voit. Non, je peux voir, moi, si je peux voir Saturne, d'accord? Et pas en plein jour. Non, mais je peux. Ne rentre pas dans le détail de plein jour ou pas voir. Visuellement, sensoriellement, je peux voir Saturne. Oui. D'accord. Bon. Donc, ma capacité motrice, en quelque sorte, sensorielle à voir Saturne existe. D'accord. Bon. La seule question, c'est que moi, si vous voulez, je prends l'exemple, moi, au niveau de mon conscient, je ne m'intéresse pas à Saturne. Mais ça veut pas dire que moi, je ne suis pas capable de voir Saturne. Quelque chose en moi peut voir Saturne. Puisque sensoriellement, ça existe. C'est-à-dire que nous avons plusieurs instances en nous, si vous voulez. Vous avez une instance qui ne s'intéresse pas à Saturne, mais c'est pas comme Chiron. Chiron, moi, je ne peux pas le voir, Chiron. Saturne, je peux le voir. La question, c'est pas si on est capable de voir Saturne des yeux. La question, c'est par quel mécanisme on réagit au cycle de Saturne d'une certaine façon. Ah mais ça on n'en a pas. Attendez, on va être obligé de recommencer sur pas mal de points. Tout ça, toutes ces questions-là ont été abordées par quand vous parlez, là, je capte votre Uranus en Gémeaux. Ah, qu'il est fort. Il est fort, votre Uranus en Gémeaux, présentement, dans l'année qui vient. C'est pas possible, la force qu'il y a votre Uranus en Gémeaux. Rappelez-vous ce que je vous dis. Vos mains, toute votre parole. Alors, non, mais de toute façon, je trouve que c'est tout à fait... Vous savez, on dit toujours qu'en pédagogie, ça fait jamais de mal de répéter, de reprendre les choses sous un autre angle, donc il n'y a pas de souci. Donc moi, il n'y a pas de problème, on peut reprendre le problème et éclairer autrement la question, donc c'est pas du tout un souci. Donc, vos questions sont tout à fait bienvenues, de toute façon, je n'ai pas l'habitude de me répéter, je vais profiter pour dire autre chose autrement. Est-ce que vous comprenez les difficultés qu'a monsieur Huxley, ou monsieur Harvey? Quelles sont ces difficultés? Est-ce que ce sont des vraies difficultés? Quand on les décortique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de difficultés. Bon, oh, monsieur Albon, c'est incroyable la jouissance que c'est d'être ici après-midi. Il n'y a pas de difficulté, il y a une difficulté. Ah, mon Dieu, on va essayer de décortiquer les problèmes que vous posez. On est d'accord que moi, par exemple, je suis capable... je sais que mon organisme, mais non, par exemple, que mon organisme ne m'échappe, moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses en moi que je ne contrôle pas, d'accord? Je sais ce que c'est. Je sais que mon organisme est capable de digérer, et qu'il est capable de pisser, il est capable de faire des trucs comme ça. Bon, je sais qu'il fait ça, et qu'il le fait bien, et je ne sais pas comment il le fait exactement, mais ça marche à peu près. Bon. Ça ne veut pas dire pour autant que je sois médecin, que je sais exactement comment ça se passe, et moi, si vous me demandez comment ma digestion se passe, je vous dirais, j'en sais rien. Mais ça marche. Mais je sais que quelque part, mon organisme sait comment ça marche.
Donc, nous ne sommes pas d'un seul tenant. Bon, donc, il y a une différence entre dire je suis sensible à Saturne et dire je suis sensible à Chiron. Pourquoi? Parce que si je suis sensible à Saturne, je sais que mon organisme, il a l'équipement sensoriel pour voir Saturne. Bon. La question ne porte pas sur... Non, mais je règle déjà ce problème-là. Bon. Et qu'il n'a pas l'équipement sensoriel pour voir Chiron. Bon, ça c'est clair. Sauf à passer par des étés. Bon. Donc déjà ça. Donc je n'attribue pas à mon organisme, même au niveau subconscient, parce que je répète que la discussion c'était par rapport à M. Doyle. Parce que M. Doyle, lui, il dit, il y avait des forces qui étaient là, qui agissaient à notre insu, sans que nous soyons conscients. Et moi je dis, je ne suis plus d'accord avec cette théorie-là. Je dis, le subconscient, je veux bien admettre que quelque chose soit subconscient, à condition que ça ait transité par le conscient. Enfin, à condition qu'à un moment donné, il y a un filtrage culturel qui a mis en place les choses, et après c'est devenu subconscient. Lui il dit qu'il y a des choses qui peuvent être subconscientes et agir subconsciemment, même quand ça n'a pas été conscientisé. C'est comme l'acquis. Alors maintenant qu'il se sent un petit peu... Très grande nuance, en fin de compte, pour apporter plus on rentre en fin de compte au niveau spirituel, en fin de compte. Okay. Si on prend, si je m'abuse, c'est Platon, en fin de compte, qui dit en fin de compte que l'âme, avant qu'elle s'incarne, a contemplé l'univers. Okay. Et lorsqu'elle s'incarne, en fin de compte, ben, dans le fond, elle perd sa conscience. Okay. Et l'âme, en fin de compte, quand on est incarné ici, en fin de compte, on cherche à retrouver cette notion-là. Okay. Donc, le conscient est déjà là, au niveau de l'âme. Lorsqu'elle s'incarne, cette partie consciente-là devient subconsciente, sauf qu'est-ce qui est visible ou découvert. Et après ça, en fin de compte, on le ramène, en fin de compte, au niveau du conscient. D'où l'illumination. Ça fait pas... Mais ça, c'est spirituel. Ça fait pas tellement de problème pour ça. Pour moi, ça fait pas tellement de problème parce que de toute façon, si vous dites que si je vous transpose, par exemple, bon, on va passer on va dire, il y a le conscient, et le subconscient, il y a l'âme. Bon, mais l'âme, finalement, l'âme elle-même, elle va être capable plus ou moins de choisir certains signaux. Les signaux qu'elle ne connaît pas, elle ne va pas les utiliser. Donc, de toute façon, en tout état de cause, ça revient au même. C'est-à-dire que l'âme va s'inspirer, va tenir compte d'un certain nombre de signaux. Pour entrer moi, je ne rentre pas dans cette logique du choisi de Platon, mais enfin, peu importe. Mais je peux tout à fait, ça ne me gêne pas de le dire. L'âme, elle va être comme mon subconscient, elle va choisir aussi des éléments qui vont faire sens pour elle et qui vont déterminer son action, c'est tout, ça ne change rien au débat. On va être sensibilisé, c'est le thème astrologique en fait. On n'échappe pas au fait qu'il y a des signaux qu'on va privilégier ou pas privilégier, c'est tout. Je suis persuadé avant que Mme Armand, en fin de compte, ça allait associé en fin de compte à Sirius, c'est parce que quelque part dans son thème, il y a un élément qui est associé à Sirius. Je vibre beaucoup Sirius. Tu sais, donc, comme moi je vibre à Vega en fin de compte, puis l'autre je suis relié en fin de compte à Vega. Alors là, effectivement, là... Vega, la chanteuse célèbre Suzanne Vega. Elle l'avait sous nom. Oui, ben, allez-y Solange. Oui, d'accord. Parlez-nous d'autre chose. C'est une expérience que j'ai faite hier au soir avec un film qui va rejoindre un peu ce que vous dites. Et la question de M. Harvey. J'ai lu le film qui a sorti qui s'appelle Séraphine. Je ne sais pas si vous l'avez vu non plus. Merveille des merveilles. Séraphine, c'est quoi? La peintre. C'est une peintre qui est née à la fin du 19e siècle, qui a vécu début du... On ne fait pas toute son histoire. Mais elle faisait des... Elle a eu 3 Césars. Permettez que je parle? Oui. Merci. Oui. Et donc, à un moment donné de sa vie, je ne sais pas à 15 ans, là, ça faisait des ménages, bref, elle s'est mise à faire de la peinture, tranquillement. Vous me suivez, mais, non, mais je vous en prie. D'ailleurs, moi j'écoute avec mes oreilles, pas avec mes yeux. Bien, c'est ce que je faisais tantôt avec vous aussi. Hein. Donc, je reviens. Je sais que je suis bonne là-dedans aussi. J'ai eu la vie sans gémeaux. Je reviens donc, à un moment donné, c'est une affaire à peinture, comme ça. Parce que, la manière que le film, l'histoire nous est présentée, il n'était pas en contact avec la nature, les arbres. Mais dans son environnement, de son époque de vie, il y avait un spécialiste de la peinture. Le gars, là, juif allemand, qui connaissait Picasso, tout le monde. Ouais. Bref, c'était un critique. Autrement dit, il savait de quoi il parlait. Ceci dit, les circonstances ont fait qu'il a rencontré cette femme-là. Et c'est comme ça qu'on voit que dans l'expérience ponctuelle de la vie de cette femme-là, il y a quelqu'un qui est arrivé à un moment donné, je n'ai pas vu son thème, je ne sais pas quel transit qu'il y avait, mais qui lui a dit, vous avez du talent. Oui. Et un vrai talent. Mais elle n'avait jamais suivi de cours, elle n'avait jamais rien fait. Ce que l'histoire du film dit, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'elle aurait vu un ange qui lui avait dit, tu commences à faire la peinture, tu dis, mais maintenant. Alors, votre question était, par où passe l'information de l'inné? Parce que j'ai l'impression que c'est un bel exemple d'inné, moi. Où cette femme-là, dans son expérience de vie spirituelle, physique, métaphysique, mettez les mots que vous voulez, c'est important,
c'est de trouver le fil d'Ariane dans tout ça. Et ça a été expliqué effectivement au début, à un moment donné, on parlait d'énergie. C'est qu'il y a les sons, tout ça, ça circule à des niveaux d'énergie qu'on ne voit pas comme tel. Mais le téléphone, si vous parlez de quelqu'un en Australie, il y a 2 secondes de décalage, mais il y a quelque chose qui se rend quelque part. Et il y a des éléments qui permettent ça. Comme à un moment donné, on a fait l'expérience de lâcher des patates sur une île avec des singes qui n'avaient jamais rien vu sauf le propre singe sur l'île. Puis il y en a un qui a pensé avant de manger la patate, à aller dans l'eau. Puis là, tout le monde, tous les singes, les autres, vous connaissez cette expérience-là? Oui. Connaissez-vous des choses analogues avec d'autres animaux, oui. Oui, ben donc, c'est qu'il y a des choses. C'est ça, c'est là ta pense. Oui, mais je trouvais que c'était un bon exemple. Donc, cette femme-là, c'est une enfant. Puis même, il y a quelqu'un qui a regardé, elle a dit, elle trouvait qu'elle était avant-gardiste dans ce qu'elle faisait. Donc, non seulement elle avait son nez, déjà, parce que la manière de faire de la peinture, mais le type en question, il lui a dit qu'elle était même avant-gardiste. Ça, c'était l'époque de Rousseau. Je ne suis pas spécialiste en peinture. Mais il y avait Rousseau dans le coin. Loli Rousseau, vous voulez dire. Oui, peintre, je parle des oui, peintres. c'est ça, Loli Rousseau. Je ne rappelle pas son prénom, mais Rousseau, ça me dit quelque chose. Mais elle était en plus avant-gardiste. C'est ce qui a été dit dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passait au niveau de sa mémoire cellulaire? Elle arrivait avec quelque chose qui était inné. Il y avait quelque chose à acquérir. Parce que cette personne-là a joué un rôle beaucoup sur elle, elle est allée très loin, puis elle est devenue effectivement ses peintures apparemment ont poussé très loin, qui ont été vendues, elle a été placée vraiment comme une artiste de génie. Voilà. Donc, c'est certain qu'il y a quelqu'un qui a voulu comprendre cette personne-là à ce moment-là, peut-être d'aller chercher soit une astrologie de 4 étoiles, je ne connais pas par cœur ce que vous allez faire. Quelque chose d'autre. Oui, il y a quelque chose qui a été mis à l'œuvre. Il va être attiré par certaines choses, il va être attiré par quelqu'un qui a... Moi je veux bien, il va être attiré par des objets particuliers, des éléments particuliers. Il y a une synchronicité. Oui. Il y a quelque chose qui s'est fait. C'est de ça qu'il est question ici. M. Axel, tantôt, la question, c'était de savoir par où ça passait, par quel labyrinthe ou chemin. C'est vrai. Donc, je pense que c'est tout ça. Oui, mais on est très loin d'avoir une idée de ces chemins-là. Alors là, s'il s'agit d'un ange, les gens circulent partout. Non, mais ce qui était certain, c'est comment ça s'est passé dans son quotidien. Mais si on ramène ça aujourd'hui... On est astrologue. Alors pour moi... Moi, je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit, je vous précise. C'est quoi? Je ne suis pas responsable de ce que dit madame. Oui, oui. Non, mais je veux dire, ne considérez pas que... Je pense que ça se... Oui, ça se plus, mais je te raconte quelque chose. Séraphine, sculptrice, c'est comment la société l'a traitée. Moi, elle m'a inspiré beaucoup. J'écris sur elle et je pleure quand je pense à Séraphine, moi. Parce que comment elle a été traitée, c'est pas drôle. Ce que je voulais dire, c'est que même en tenant compte des deux modèles opposés de l'astrologie, celui qui dit qu'il y a des phénomènes cosmiques et dont on apprend des trucs petit à petit, on construit une astrologie, et celui qui parle de l'instrumentalisation de certains phénomènes qu'on a observés, qui étaient conscients à un moment donné et qui ont été hérités par la suite. Ce que je pense, c'est un peu dans... Oui, c'est un peu ça, mais on pourrait préciser certaines choses. Mais même si, mettons, l'influence du cycle de Saturne sur certaines personnes est due, pour ce qui est de son caractère, est due à une certaine volonté, à une certaine époque historique, le fait que maintenant des personnes en soient sensibles qui n'ont jamais pensé à Saturne, parlons même pas de l'avoir vu, c'est qu'il y a un signal quelque part qui n'est pas nécessairement le signal de dire bon, maintenant agis comme la personne de l'élite dont tu es, mais quand même c'est un signal qui permet de reconnaître qu'il y a une partie importante du cycle de Saturne qui arrive. Et je pense qu'en tant qu'astrologue, il est important que nous cherchions petit à petit, ça va être très long, à construire des modèles physiques de comment ces signaux-là parviennent à nous. Parce qu'à partir de cette connaissance-là, on va pouvoir déduire des choses nouvelles qui vont enrichir l'astrologie. Axel, tu connais la loi des mondes. Comme Johanna disait, si on pouvait photographier le cerveau
d'un enfant au moment de sa naissance, on verrait dans son cerveau le ciel constellé qui est au-dessus de sa tête à ce moment. Ça veut dire que ce ciel constellé est à l'intérieur de nous. On le voit à l'extérieur, mais en réalité, il est aussi à l'intérieur de nous. Oui, mais ça n'explique pas. Oui, mais ça n'explique rien. Ça n'explique pas pourquoi Vénus donne l'amour, puis Saturne donne les jambes cassées. Ça n'explique rien. Mais justement, en l'occurrence, alors moi je vais vous répondre si vous me permettez. D'abord, premièrement, moi, contrairement à ce que peut-être que vous n'avez pas saisi, moi je ne cherche pas à montrer que chaque planète a une influence spécifique. Oui, ça je sais. Bon, donc moi, je n'ai pas à montrer pourquoi Vénus c'est Vénus et Mars c'est Mars. Puis moi j'utilise qu'une seule planète. Oui. Donc il n'y a qu'un seul signal. Donc ce signal, je dis que ce signal, je ne dis pas ce signal, je dis que ce signal, c'est le signal qui fait que certaines personnes vont faire un travail de brassage spatio-temporel, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire rassembler des gens, parcourir des lieux, parcourir du temps, etc. Bon, c'est tout. Donc je n'ai pas. C'est vrai que dès qu'on a plusieurs signaux, on se dit pourquoi celui-ci fait celui-ci, pourquoi celui-ci est comme ceci. Mais moi j'ai un seul signal. Donc je n'ai pas ce souci de devoir. Parce que c'est vrai que, ou plus exactement, j'ai un signal double. J'ai le signal et l'absence du signal. C'est ce que j'appelle la conjonction et la disjonction. Et comme dire, le soleil par exemple, c'est un double signal. Il y a le jour et la nuit. La nuit, ça n'est jamais que l'absence du jour. Donc, moi, je suis dans un système yin-yang. Qu'est-ce qui parle de ça? Yin-yang. C'est-à-dire, effectivement, dès que vous avez un signal unique, vous avez du yin-yang. Le 1, c'est le 2, automatiquement. Puisque le 1, c'est aussi l'absence du 1. Donc, vous mettez quelque chose, comme je dis, vous savez, en français, on dit, quand le chat n'est pas là, les souris chantent. Ou dansent, la souris danse. Eh bien, c'est ça. Quand la configuration d'ordre se défait, on arrive à un état de désordre. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, contrairement, donc en astrologie, vous savez qu'il y avait des anciennes théories de la cosmogonie qui disaient la nuit, l'astre émet du noir, et le jour, l'astre émet du blanc. Donc c'était des théories très naïves comme ça qu'on a dépassées. Eh bien, c'est la même chose en astrologie, si vous voulez. Une autre révolution intéressante, c'est de dire que pour rendre compte de deux signes, de deux facteurs, il suffit d'un seul facteur, et pas de deux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un seul facteur, c'est déjà deux facteurs. Puisque soit il est là, soit il n'est pas là. Oui, donc son absence crée un événement aussi important que sa présence. Donc je n'ai pas besoin d'expliquer je n'ai pas besoin en astrologie ou pour quoi que ce soit, d'avoir le facteur A pour expliquer l'état A et le facteur B pour expliquer l'état B. Mon facteur A, c'est aussi le facteur B. Parce qu'à un moment donné, la configuration se dissolvant, elle va créer autre chose qu'elle-même. Elle va créer un manque de ce qu'elle était. Donc, voyez-vous, donc c'est un système qui est également extrêmement économique de ce point de vue-là, puisqu'avec un seul facteur, tout à l'heure je disais qu'il y avait une économie, avec une seule source, on peut irriguer un pays tout entier. Avec un seul facteur, on peut déterminer une dialectique et une dualité. On n'a pas besoin d'avoir deux planètes pour justifier deux forces opposées. Il suffit d'avoir un seul facteur et de montrer qu'à un moment donné, le facteur, il est disparaissant, il va générer une autre situation par son absence. Ça rejoint un peu ce que je parlais hier, le fractal. Oui, justement. Vous m'avez demandé de développer la notion de fractal, effectivement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de rentrer dans ce labyrinthe d'expliquer pourquoi, si je suis vénusien, je dois agir de façon vénusienne, si je suis martien, de façon martienne. Non. Là, nous avons une sorte de monosystème, c'est-à-dire qu'effectivement, l'action, c'est le mouvement. Si les personnes qui sont marquées par la configuration sont des personnes qui, à ce moment-là, donc finalement, le signal, il y a deux choses. Comment on capte le signal et qu'est-ce que ça provoque? On capte le signal, première étape, on capte le signal, et ce signal déclenche au niveau de la mémoire cérébrale, je ne sais pas comment on va appeler ça, l'idée que c'est le moment de s'activer, c'est le moment de bouger, c'est une sorte d'hypnose, c'est-à-dire que la personne, elle reçoit le signal, une sorte de signal hypnotique, comme quoi, toc, ça y est, il faut y aller. Et alors elle commence à avoir un mouvement comme ça,
de rencontres, de mouvements, etc. Et puis ça va durer le temps que le signal est encore un petit peu actif, et puis tout d'un coup, ça va, la personne va arrêter de faire ça. Elle va arrêter comme ça, donc elle ne va plus bouger. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qu'elle a fait ne va pas disparaître pour autant, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'elle a fait, ben ça va continuer son cours. Mais à ce moment-là, le signal va continuer à fonctionner sans être là. Là aussi, c'est intéressant. Donc c'est une double absence. C'est-à-dire que quand à un moment donné de son absence, il y a une première absence où il y a une continuité, et il y a une deuxième absence où il y a quelque chose qui va à l'opposé. Donc avec un seul facteur, on en a trois. Pour le prix, vous achetez un produit, vous en gagnez 3 pour le produit. Parce que vous avez la phase 1, où effectivement le signal est perçu très fortement par une certaine population. La phase 2, où le signal continue, les effets du mouvement commencent et continuent à avoir leurs effets. C'est-à-dire que de plus en plus de gens ont été marqués par ce processus-là, et donc de plus en plus de gens, il va y avoir un mouvement, un tropisme qui va faire qu'effectivement, les choses... Et puis le troisième mouvement, c'est, à ce moment-là, le signal est tellement faible que quelque chose, comme on dit tout à l'heure, il va se dissoudre. Tout à l'heure, j'ai dit, le facteur se dissout, c'est-à-dire qu'il se mélange avec des facteurs de plus en plus diversifiés, et on finit par ne plus le reconnaître. Et puis après, on repart dans notre système, c'est-à-dire qu'il y a un réajustement, on sort de cette phase 3 où les choses se sont diluées, et il y a un recentrage, et puis c'est quoi? Et puis ça continue comme c'est le rocher de Sisyphe. On monte le truc, ça se défait, on remonte, et ça se défait, comme dirait Camus. Effectivement, il y a un processus comme ça qui se fait. Et donc avec un seul élément, on peut, pour résumer, avec un seul élément, on détermine déjà 3 situations différentes successivement. L'élément lui-même, la roue libre, où il se développe, mais les gens qui continuent à porter ce processus-là ne sont pas vraiment à l'origine de ce processus-là, ils ne font que le transmettre. Et puis il y a le moment où le processus est tellement dilué, tellement mélangé, qu'il finit par effectivement donner l'impression qu'il n'y a pas de faire oublier le processus originel. Il y a une sorte d'oubli du processus originel, de désordre, et puis à un moment donné, eh bien, ça va reprendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réaffirmation du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le pouvoir se perd, c'est-à-dire que ceux qui sont porteurs du pouvoir, ils finissent par le perdre, mais ils rebondissent au signal suivant, et ils reprennent le pouvoir, et ils le reperdent, etc. C'est-à-dire que c'est comme ça. Chaque fois, il y a une reprise de pouvoir, on remet les choses, comme on dit, les pendules à l'heure. On dit voilà, attention, qui est-ce qui est le vrai chef ici? Qui est-ce qui est celui qui est vraiment au sommet de la pyramide? Qui est-ce qui est celui qui est vraiment le moteur principal? Et ils réaffirment leur supériorité par des actions que ne peuvent pas faire les autres, par des réalisations que ne peuvent pas faire les autres, et puis ça se diffuse, etc. Donc c'est un processus qui n'en finit pas, et qui est tout à fait cyclique. Mais vous-même, vous n'avez pas Saturne conjoint une étoile fixe. Il y a Mars conjoint. D'abord, si, d'abord, premièrement, je crois que à aucun moment dans la discussion, j'ai parlé du thème astral. Non. Parce que moi, je ne pratique pas une astrologie du thème astral, donc, d'ailleurs, je vais en parler, je vais lancer un truc à monsieur Doyle dans quelques minutes là-dessus, mais j'ai effectivement une conjonction approchée de Saturne avec Régulus, oui. C'est-à-dire qu'il se rapproche, il est presque en train de se conjoindre à Régulus, puisqu'il est à 22 degrés du Lion, et que Régulus est à 29 degrés du Lion. Donc, et puis j'ai une conjonction aussi Jupiter-Soleil en Phares. Voilà. Mais enfin, c'est pas ça qui est déterminant. Mais cela dit, effectivement, ça permet de rebondir sur ce que disait Richard Doyle, c'est-à-dire que c'est d'après le thème astral qu'on va déterminer notre sensibilité et notre capacité de percevoir des signaux. Oui. Alors ça, alors je dis très clairement que je me porte complètement en faux contre cette position, pour que ce soit clair. Là, on est simplement, les gens qui vont nous suivre à la télévision, il y aura quand même plusieurs milliers de personnes qui vont nous suivre sur une certaine période de temps, ils seront conscients du débat. Je crois que vous avez compris que moi, je n'appuie pas du tout mon astrologie sur ce château de cartes qui est le thème astral. Ce n'est pas du tout le fondement de mon astrologie. Mais effectivement, pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Alors là, moi, vraiment, déjà en 1976, il y a 33 ans, dans mon livre Clé pour l'astrologie, c'était marqué sur la page de la 4e couverture, remet en question l'horoscope et le thème astral. Donc, si vous voulez, ces croisades contre le thème astral, elles datent quand même déjà de pas mal de temps. Et donc, par conséquent, je crois que ce serait bien dommage de ne pas faire passer un mauvais moment au thème astral lors de ce colloque. Donc, on va en profiter pour revenir là-dessus, parce que finalement, oui, mais dis donc, votre Saturne conjoint Régulus, que vous
Mars. Saturne, Mars, conjoint Régulus. Mars, c'est conjoint. Mars, c'est conjoint Régulus, totalement. C'est ça, je comprends. Mais votre Mars est en Vierge? Il est à 0 degré de la Vierge, oui. 28 millions. 29,59 et quelques. Il y a deux choses très contradictoires dans votre vie. Il y a une royauté naturelle dans l'âme, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'être. Et en même temps, il y a des conflits que c'est pas avec les gens que vous pensez avoir des conflits que vous allez en avoir. Puis les gens avec qui vous pensez avoir des conflits, vous n'en aurez pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que votre Régulus Mars, c'est pas possible. Vous voulez tout comprendre le cosmos, puis plus vous allez vieillir, plus vous allez comprendre encore des choses, mais c'est bizarre, parce que vous allez un jour vous mêler à un événement marquant. Un événement marquant, mondial. Je vais même dire intersidéral. Et il y a une chose que je peux dire, c'est que présentement, l'étoile fixe forme Malo. Elle nous réserve des surprises, apprenez à nager, achetez-vous des imperméables et des bottes, de l'eau. Malo est opposé à Régulus. Oui. On a en réalité un axe Régulus-Fomalo actuellement, parce que Saturne est en opposition avec Fomalo. Oui, Fomalo. Je veux dire que Saturne actuellement transite, vient de transiter. Elle nous réserve des surprises, Fomalo. Fomalo est à 4 poissons. Oui, mais donc Saturne a dépassé, mais il n'y a pas de tellement longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle nous réserve de très grandes surprises cet été, cet automne. Et je vous assure que les humains vont être divisés à cause d'elle. Hier, j'en ai parlé un peu, parce qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus d'argent. Et ces étoiles fixes-là vont nous dire, si vous ne fixez pas le problème... Alors justement, peut-être qu'on pourrait parler de... On va peut-être resuivre un petit peu, se recentrer sur... bon, alors, il y a une autre question. Alors, la question, effectivement, monsieur Harvey, je crois que c'est ça, Harvey. Vous êtes homonyme de Charles Harvey, qui a été un grand astrologue anglais. Il y a beaucoup d'Harvey en astrologie. Il y en a au moins 5. Et d'ailleurs, il y a le grand médecin Harvey aussi. Vous êtes probablement le successeur. Mais donc, effectivement, il est évident que... Parce que je dois quand même vous répondre, c'est quoi? Moi, j'ai donné l'autre jour l'exemple de la langue. Justement, cette histoire disait, voilà, nous naissons avec une capacité à parler, mais nous ne savons pas la langue que nous allons parler. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un potentiel qui nous permet de nous repérer dans les sons et de construire des choses correctes avec les sons et de nous repérer. J'aime bien le mot « se repérer ». Parce qu'en fait, la notion de signal, c'est lié à la notion de se repérer. Si je ne sais pas me repérer, le repérage est une condition absolument incontournable de la captation du signal. Alors, nous naissons avec la capacité de nous repérer au niveau des sons, qui nous permet d'apprendre une langue. Nous naissons probablement avec la capacité de nous repérer subconsciemment au niveau... Et nous naissons, quand je dis nous naissons, alors là, excusez-moi, la population concernée naît, hein, parce que c'est la thèse que je développe. La population, donc pas nous, ils naissent. Ces élus-là, ces héritiers-là, naissent avec cette capacité au cours de leur vie, parce que là, contrairement à ce que je dis, il ne s'agit pas du moment de la naissance. Hein, on n'est pas en train de parler d'une sensibilité qui se produirait à un moment X. Hein, on est en train de quelque chose que la personne va capter, qu'elle a tout le temps de capter pendant des mois et des mois et des mois. Hein, donc finalement, là, il ne s'agit pas de dire, parce que ça c'est la théorie générale, aussi bien de Gauquelin, etc. Ah oui, au moment où on est... Non, là il s'agit de dire que les gens vivent et qu'au cours du temps, ils ont le temps de repérer que Saturne est à tel endroit, etc. Donc c'est quelque chose qui peut se faire sur très longtemps. Bon, je ne sais pas comment ils y arrivent, mais au niveau de leur appareil sensoriel, ils en sont capables, puisque c'est simplement une question de... La seule question qui peut être surprenante, pourquoi des gens qui ne s'intéressent pas à Saturne vont s'intéresser à Saturne? Mais c'est tout. Mais c'est pas extraordinaire qu'ils s'y intéressent, qu'ils le voient, puisqu'ils sont capables de le voir. Et que n'importe quel astronome venu pourra le voir. Donc simplement pourquoi eux, qui ne sont pas astronomes, vont chausser les bottes d'un astronome? C'est la seule question. C'est pas qu'ils ont miraculeusement la capacité de voir quelque chose que personne ne voit. Simplement qu'ils vont... C'est comme pour le corps, il y a quelque chose qui va fonctionner chez eux, sur lequel ils n'ont pas de maîtrise. Ils vont capter des choses, ils n'ont pas la maîtrise de ça, mais ils en sont capables sensoriellement, ils en sont capables. C'est la musique. Et ils ont le temps de le faire. Donc c'est pas un grand mystère, c'est un petit mystère. Comment est-il possible que quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par Saturne, et comme dirait notre ami là, qui n'a pas regardé tous les jours Jupiter,
Il se trouve apparemment, moi je dirais que dans mon cas par exemple, puisque apparemment, il doit y avoir quelque chose en moi qui s'intéresse à Saturne. Et qui fait que j'ai dû repérer quelque part que Saturne se rapprochait, que chaque fois que Saturne se repère d'une certaine... Alors l'avantage aussi des étoiles fixes, c'est que ces étoiles fixes, elles ne bougent pas. Si je dis par exemple, je suis sensible au cycle de Jupiter-Saturne, mais le cycle de Jupiter-Saturne, il ne se produit pas tout le temps au même endroit. Donc tantôt il se produit n'importe où d'ailleurs en réalité. Tantôt il se produit là, la fois suivante il se produira à 120 degrés. Là, c'est pas du tout pareil. Là, l'étoile, elle est là depuis des centaines d'années, au même endroit, et sur des mois entiers, elle ne va pas bouger. Et donc, je vais simplement avoir à voir qu'un certain axe, un élément mobile, qui est une sorte de lune supérieure, va passer sur cette étoile. C'est beaucoup plus facile à capter qu'un quelconque aspect ou quelconque conjonction. Là encore, on est dans le minimal. C'est-à-dire que la configuration étoile-planète est beaucoup plus facile à localiser et à repérer que toute autre configuration où il faudrait aller chercher. Ah, où est-ce qu'il est passé Mars, où est-ce qu'il est passé Saturne, c'est là. Et la fois suivante, c'est là. Non, là, c'est un système hyper simple au niveau du signal. Je vous signale que Régulus entre en Vierge en 2012. Je l'ai calculé avec le pas. Oui, mais ça nous intéresse pas spécialement, de toute façon. Qu'est-ce que tu dis, Axel? Ça nous intéresse pas spécialement, ça c'est pour moi, Régulus, il est là, c'est comme l'autre. Ça n'a aucune importance. Mais je voudrais revenir sur la question. Pardon? Pour la planète entière, c'est très important parce que au lieu, Régulus, c'est le cœur du monde. Oui, oui, ok. Donc, ça va donner aux puissants de ce monde, aux rois, aux monarchies. Là, c'est fini, cette puissance. À la haute finance, un grand pouvoir. Fini. Quand Régulus rentre en Vierge, bye bye pouvoir monarchie, bye bye pouvoir de la haute finance. C'est très important. Ce que j'allais dire, c'est pas important ou pas important. C'est pas du tout ça que j'allais dire. Régulus, là, c'est la tête coupée. C'est l'étoile royale du lion. C'est que je pense que l'angle. Moi, de toute façon, je dis ça. Moi, je veux dire très franchement, pour moi, que ce soit Régulus, Antares, Aldébaran ou Fomalhaut, c'est pareil pour moi. Ah ben non, mais ça, je crois que j'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai jamais dit qu'il fallait différencier les étoiles fixes les unes des autres. Je ne suis même pas. Je ne différencie rien du tout. Pour moi, il y a le signal de telle planète qui passe sur une des 4 étoiles. Point final. Je ne cherche pas du tout à. Moi, c'est comment? C'est que l'angle d'échange cet après-midi, il n'est pas là-dessus. Je pense que c'est ça qu'il essaie de démontrer, là, où on voit, il y a un fil d'Ariane, on est parti du début, il y a 6 points qu'on s'est dit, on va parler de ça cette fois. Par contre, tout à l'heure, vous avez parlé d'une chose extrêmement intéressante. Dans l'essentiel. Je vais réduire un petit mot parce que c'était très intéressant. Vous avez parlé du conscient et de l'inconscient. Puis là-dessus, il vient quelque chose, c'est pas la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est le transfert. Parce que le transfert, c'est un rapport conscient-inconscient qui mène la vie de bien des gens. Mais le transfert de positif ou négatif, mais le transfert, tu as vécu une chose consciente, mais ton inconscient peut te faire vivre un transfert. Puis si tu n'es pas capable de le conscientiser en parlant, ou en le conscientisant, ça c'est traumatique dans une vie. Parce que tu restes bloqué sur quelque chose, puis que les planètes avancent, mais on dirait, comme j'ai dit hier, la contamination du malheur. C'est-à-dire qu'il y a des choses merveilleuses qui peuvent arriver dans les cartes du ciel, mais si un transfert n'est pas réglé en profondeur, ça t'empêche même presque. Oui, enfin, d'accord. C'est comme la peur. Non, mais c'est bien, on va. Mais on parlait tout à l'heure, en fin de compte, de la question, le rôle d'astrologue. En fin de compte, le rôle premier de l'astrologue, c'est de faire prendre conscience à la personne. C'est ça, c'est ça. C'est de l'allumer ce que Absolument. Ayant la lumière, après ça, elle peut réagir. Quand on n'est pas conscient, tu ne peux pas agir dessus. Il faut que tu es conscient, tu peux agir dessus. Si on veut intégrer la notion de transfert à ce que vient de dire dessus, par exemple, à quelque part, il a expérimenté quelque chose pour lui-même qui est important dans son propre processus d'évolution. Et là, inconsciemment, on peut avoir une espèce d'attente à ce que l'autre aussi soit dans cette énergie-là, parce que l'évolution avance tout en même temps, la Terre avec tout le reste du système. Tu sais. Donc oui, un transfert qui peut être positif, tout dépendant de notre lunette, qui est un petit peu le thème. Mais effectivement, il y a l'avant, il y a l'après, puis ce qui était avant va tout à fait être différent. C'est une photographie en termes. Mais c'est un bon point de repère et un cadenas de travail. Et je pense qu'au 21e siècle, ça serait peut-être intéressant, je pense, moi, je m'en sers. de s'en servir uniquement à partir de ça, parce que ça pourrait être utile avec les jeunes, les étudiants, avec plein de monde. Mais je pense que si on est trop compliqué là, dans nos choses, ce qui n'est pas inutile, je sais, la recherche, la recherche,
faut pas mal interpréter ce que je vais dire. Mais je pense que si on arrive à rester dans cette forme de simplicité, je pense que tantôt, c'est ce qu'il essayait de dire. J'ai parti ça, la lune en lieu, je pense, ça semble Excel. Non, pas Excel. Le sketch de Mme Aubry. Ah, ok. Alexandre. Il parlait de simplicité. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, si on ne reste pas un peu dans la simplicité, on perd notre monde. Moi, j'ai eu des adolescents en consultation. Puis, je pense qu'il fallait vraiment y aller dans quelque chose qui était simple, même si leur mental était 15 fois plus compliqué que je l'étais moi. Mais on allait les chercher dans un moment précis où là, il était rendu et il venait. On était une espèce de transfert, appelez ça comme vous voulez, mais il y avait certainement des choses de projection où moi, dans ma maturité, à quelque part, je pouvais gérer, lui, ce qui se passait avec moi. C'est un exemple d'un ado. Un adulte, quelque part, c'est un ado. Fait que j'en viens à ça. C'est certain qu'il y a quelque chose qui est là, qui pourrait t'amener. C'est très important. Oui, puis je pense que ça va demander à l'astrologue, peu importe ceux qui vont mettre dans ça, dans la thérapie, qui vont soigner les gens, quelque chose, parce qu'on s'en va vers cette espèce d'interaction de tous ces approches. Je pense que ça va être important de se permettre de savoir qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas nécessairement, mais qu'est-ce qu'on a là? Pas se fermer à ça, et c'est ce qui permet, je pense, cette espèce d'ouverture, d'énergie, par rapport à une inspiration, la créativité, whatever. Ici, et personnellement, quand je sens que ça peut être utile maintenant ou dans 20 ans, parce que des fois, j'entends des personnes qui me rappellent, c'est pas nous, là, c'est comme barré, mais là, accompli après ce qui s'est passé. Mais c'est correct. Je pense qu'on a notre raison d'être, d'être un pommier qui donne des pommes à ce moment-là. Mais aller trop loin, un début de siècle comme ça, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on peut ralentir quelque chose qui est prêt à passer à quelque chose d'autre. Et que probablement des fils de grands prêtres, je t'aime comme ça, avec plein d'étoiles à côté de là. Les coaliers. Oui, il faut leur donner cet espace-là. Mais si on est trop dans les jeux de pouvoir, comme un peu été expliqué aussi tantôt, parce que c'est ça, ben, les catalyseurs, tout le monde qu'on a besoin, hein, les chefs indiens, les Indiens, c'est terminé, c'est la raison. Tout le monde, les chefs indiens, ou bien les pas chefs indiens, là, on est tous à ce niveau-là. Mais ça va permettre d'aller vers quelque chose. Et puis c'est possible que les étoiles fixes amènent cette étoile-là quelque part. Tantôt, j'ai expliqué que quand Chirac est découvert, la même année, il y a une personne qui a conçu le premier quelque chose qui s'en vient d'un ordinateur. Ça s'est fait la même année. Je ne sais pas, Chirac. Mais c'est certain qu'il y a des espèces de synchronicité, de quelque chose qui amène un plus à quelque chose, de la société rendue à cheval. Voilà. Oui, monsieur Gold. Oui. Je voulais renchérir en fait de son informatique, en fin de compte, dans le fond, Chiron, ou Chiron, en fin de compte, OK, est un amalgame, en fin de compte, de l'énergie saturnienne et uranienne, OK? Donc, dans un contexte informatique, en fin de compte, Saturne va être le programme qu'on va structurer, tandis qu'en fin de compte, Uranus ramène la notion du cerveau électronique. Là, donc, c'est cette combinaison-là qu'on a là. Sauf que si tu regardes l'histoire mythique de Chiron, quelque part, celui qui était caché dans sa caverne, puis à un moment donné, il a décidé, c'est un musicien, un mathématicien. Il était plus que ça. Oui. On donne un exemple. Simplifié, hein? Simple. Pas ici à 9h le soir. Par contre, il y a une chose moi qui... Peut-être, on peut aller dans notre créativité de comment on sent l'énergie de la personne à question. Peut-être, à quelque part, il a peut-être eu peur là, de sortir de sa caverne et de dire, regardez, ça se peut. Que quelqu'un lui dise, regarde. Bédo, il ne s'est pas senti concerné. On peut jouer tout dans parce ces que niveaux-là. Chiron symbolise, en fin de compte, le marginal. Okay? Lorsque tu es marginal, en fin de compte, puis tu vas amener un élément, en fin de compte, de développement, en fin de compte, surtout uranien, en fin de compte, dans la chose, tu dois avoir une dose de sagesse qui est guidée par ton Saturne. Sinon, en fin de compte, tu te casses la gueule. Mais si je vais chercher ce qu'elle a dit tantôt, il a dépassé certainement une forme de peur. Oui. Et c'est juste à ce niveau d'énergie-là que je me place. Si on veut vraiment commencer à voir, s'attirer les synchronicités avec les temps saturniens. Parce que Pluton, c'est sûr, Pluton, quand même, qu'on dit l'autre bien en vie, 12 planètes. Il y a une chose, moi. Mais si on parle de Chiron, il ne faut pas oublier aujourd'hui même, en fin de compte, qui est triple conjonction, Jupiter, Neptune, Chiron, là, oui. 25e degré verso. C'est incroyable, c'est incroyable. Là. Oh. C'est pour ça qu'on est le même. C'est là que c'est là, on peut continuer. Puis il y a une chose, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que quand Régulus, là, elle va bouger de signe, là, ça va se passer au même moment que des aspects de Pluton très forts. Régulus, ça a été la grande gloire, la grande gloire extérieure. Mais là, en changeant, ça va vouloir aller chercher en nous quelque chose autre. Mais il y a un danger, c'est que Pluton, là, il va être placé, il
Il ne faudrait pas que le monde se mette à genoux devant n'importe quoi. Alors, ce que je mets dans l'univers maintenant, c'est que ça peut être formidable comme expérience de croissance. Oui, mais à une condition, c'est de ne plus adorer les humains. Pas nécessairement. Exact. Pas nécessairement. Parce que là, on adore des gens, des fois, on leur donne beaucoup trop de pouvoir, à mon avis. J'ai une Beaucoup question C'est pour l'effondrement des régions. les tenants des nouveaux astres. Il y en a. Par exemple, moi, je m'intéresse à certains astres qui s'appellent des quasi-satellites de la Terre, comme il y a, je pense que ça se prononce, non, c'est des vrais rochers dans l'espace, là. Il y en a une qu'on a nommée, c'est un vieux nom celtique, Croinia, C-R-I-I-T-H-N-E. Il y en a un autre qui n'a pas de nom, on l'appelle AA29. Oui, il s'appelle des chiffres, oui. Oui, c'est vrai, je me trompe. Et c'est des astéroïdes qui partagent l'orbite de la Terre, mais de sorte à ce qu'il n'y a pas de danger, il n'y aura pas de collision, mais parfois, quand la Terre et l'astre en question sont proches l'un de l'autre, l'astéroïde agit comme si c'était une satellite. Et pendant quelques années, elle fait le tour de la Terre, mais beaucoup plus loin que la Lune. Pour moi, c'est des phénomènes qui seraient intéressants, oui, théoriquement, pour les astrologues. Mais comment ça se fait, pour employer un terme anglais moderne, il y a des astres qu'on découvre qui sont plus sexy que d'autres. Mais quoi, j'ai pas compris? Sexy. Plus sexy que On le dit d'autres. aussi en français. Pourquoi Chiron Sexy, S-A-X. Oui. pourquoi ces astres sont-ils plus sexy que les autres? Parce que l'humanité est rendue à passer à ça. Oui, mais l'humanité, parce qu'on a découvert ces quasi-satellites de la Terre presque au même moment qu'on a découvert Chiron, puis je pourrais sûrement, si je faisais assez de Google, trouver des événements marquants qui ont accompagné leur découverte. Alors, pour moi, c'est difficile de distinguer l'un de l'autre. L'événement plus marquant, en fin de compte, dans la séquence des découvertes, en fin de compte, c'est qu'on a découvert Uranus. On parle qu'on a découvert Neptune, mais entre les deux, on a découvert la ceinture d'astéroïdes. Oui. Okay? Donc, les 4 déesses de base, en fin de compte, ont émergé seulement, en fin de compte, au niveau astrologique dans les années 70, lorsqu'un satellite, une sonde spatiale, en fin de compte, a traversé, en fin de compte, et a été prendre des photographies, en fin de compte, des choses là-dedans. Mais avant ça, en fin de compte, les astrologues ne s'intéressaient pas du tout, en fin de compte. Ici, au début du 19e siècle, quand on connaissait déjà les 4 astéroïdes majeurs, les astrologues s'en occupaient. Il y a eu des émergences selon l'historique, en fond, dessus. En fond, c'est seulement un Français, en fond, je n'ai plus l'année, aux années 57, qui a commencé à associer Cérès avec la Vierge, et ça n'a pas été plus loin que ça. Et c'est avec Eleanor Bach, avec un astronome. Non, au 19e siècle, on ne s'est presque pas intéressé à ces astronomes. Il n'y avait absolument rien qui émergeait là-dedans. La réponse est un peu philosophique. Il faut même dire qu'effectivement, avant la Seconde Guerre mondiale, on ne s'y est quasiment pas intéressé. Oui, il y avait des réponses philosophiques à certaines questions. On dit que la philosophie, c'est pas mathématique, je ne sais pas ça. Mais des fois. Tout est mathématique. Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est exactement pour ça. Mais on va le savoir à un moment donné. Mais c'est ça. J'en ai formulé une réponse. Avez-vous reçu? Et puis, je l'avais pas. J'avais formulé une réponse à votre question. Oui. L'avez-vous reçu? Oui, probablement. C'est ça. Alors, ça va ce qu'il expliquait tantôt. C'est que, en gros, certaines phrases qu'il a dit, qu'il disait que, bon, par rapport à que ce soit l'astrologie ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui est conscientisé, tombé dans le subconscient, et à un moment donné, ça revient sur. Je dirais, ça peut être catalyseur. Mais où vous êtes, où j'en êtes, où j'en suis dans nos propres mémoires cellulaires, c'est une chose. Mais c'est certain qu'il n'est pas question que là, je sois pas dans c'est pas ça que je parle. Mais il y a certainement que la vie, c'est ça. La vie, là, regarde, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Je parle en général, je pense que tout le monde est d'accord ici. Je pense, là, je préfigure que tout le monde est d'accord pour le temps. Mais tout est en mouvement, et le mot est tout réceptif. Mais tout vit, ça avance, c'est pas. C'est en évolution. Il y a quelque chose en ce moment dans la vie qui se passe en ce moment, qui se crée, mais c'est quelque chose qui est déjà là. Mais ça sert à quelque chose. Et votre réponse, la réponse à votre question, c'est seulement vous qui devez trouver à votre propre question. Bon, en un mot également, en fin de compte, si on va avoir de l'information pour éveiller d'autres personnes à
cet astéroïde satellitaire de la Terre, mais il faut que quelqu'un s'en intéresse. Et puis il faut qu'on soit pas à Charonne. Sinon, ça prend un éveilleur. Il faut être là, il faut être dans le maintenant, très évalué, parce que l'évalué, ça fait son job. À l'intérieur, comme madame, elle est, en tout cas, c'est la santé d'expliquer. Moi, je travaille avec la copine Iris, là, puis des fois, là, c'est intéressant. Je suis pas fanatique de ça, mais c'est un regard. C'est un regard. J'ai des éphémérides de AA29 pour, je pense, de 1960 à 2020, quelque chose comme ça, si quelqu'un veut les examiner, sans être influencé par un nom quelconque, parce qu'elle n'a pas encore de nom. Ça serait très bien que quelqu'un puisse dire, voilà, il y a certaines régularités avec cet astre, même sans que j'ai eu la possibilité d'aller voir mon dictionnaire de mythologie pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Non, parce qu'il y a d'autres sources que la mythologie, en fin de compte. Oui. On disait en fin de compte que tout est mathématique, bon, selon et elle a un nom, elle a des chiffres, elle a une séquence numérique. C'est tout. Elle a été découverte quelque part. En fin de compte, moi, ce que j'attache beaucoup d'importance, en fin de compte, c'est lorsqu'un astronome, en fin de compte, découvre un astre, le moment, en fin de compte, où se trouve cet astre-là et le Soleil, parce que dans le fond, tout est dépendant du Soleil. La conscience, c'est la lumière émise du Soleil qui frappe l'astre et qui nous revient. J'ai aussi le thème de la découverte. Donc, en analysant ça, ben, vous avez, en fin de compte, comme l'analyse d'un thème astrologique d'une personne, en fin de compte, vous allez tirer le jus de la chose. Mais si quelqu'un est intéressé, je peux envoyer toutes ces informations-là par Internet, c'est sur PDF. Est-ce que ça répondait à votre question? Ce qui est important, en fin de compte, et puis ça, je reviens, en fin de compte, je rejoins, en fin de compte, une conception, en fin de compte, émise par Dan Ruyard, c'est que c'est la séquence dans le système solaire, l'emplacement, donc une structure, le système solaire a une structure. Oui. Okay. Donc, le fait que cet astre-là se trouve sur le même parcours orbital que la Terre, ça veut dire qu'il y a une influence évidente, en fin de compte, sur la matérialité de